Alors, bienvenue à vous toutes et tous. Merci beaucoup d'être là pour ce cours tibétain. Ce qu'on peut faire, a priori nous sommes tous bouddhistes, on fait une courte prière de refuge et puis à la fin on fera une prière de dédicace, mais très simple. Ça nous permet de poser un cadre et sans plus. Sangye chötang tsogye chönam lai chung chum pato dani chab soichi dage jinso gebe sunam gen rola pinchri sangye chum parai sho. Voilà. Et d'ailleurs, c'est cette prière de refuge qu'on va continuer à explorer un peu ensemble aujourd'hui. Et on va voir d'autres choses aussi. Donc, je vois d'autres personnes qui arrivent. Donc, hello Kathleen, hello Thibaut, merci d'être là. C'est sympa. Donc, voilà, l'idée, c'est de continuer à explorer. Alors, vous le voyez, hein, au menu de la troisième leçon, pour la troisième leçon. Donc, trois choses, surtout. Donc, introduction à l'ergatif instrumental. Vous avez un point vert. Alors, je le rappelle pour les personnes qui arrivent fraîchement, comme par exemple Géraldine, ce que vous voyez à l'écran là que je fais bouger, ça c'est un PDF. Donc c'est un PDF qu'ensuite je mets sur la page avec toutes les informations du cours et que vous pouvez télécharger et garder avec vous, évidemment. Surtout, le but, c'est de l'étudier, de pouvoir revenir sur ce que l'on voit ensemble pendant les leçons. Comme ça vous fait un support de cours. Alors, je pense que tout le monde le sait déjà, mais comme ça, voilà, petit rappel. Et autre petit rappel, on en a parlé avant de commencer la leçon, il y a un système utilisé qui s'appelle Quizlet. C'est une application pour se servir de flashcard. Alors, le système de flashcard, donc le lien aussi, vous allez le retrouver sur les informations de la page, vous le retrouverez aussi sur le PDF d'ailleurs. Et l'intérêt de ce système, Quizlet, c'est de pouvoir étudier le vocabulaire d'une manière assez sympathique en faisant des exercices. J'ai vu que Thibaut et Kelly font des exercices. Il y a des histoires de score, quoi. Bon, bref, ça c'est un peu le côté rigolo. Mais à part ça, c'est un véritable outil intéressant parce que ça permet, en tout cas pour moi, quand je prépare le cours, ça me permet d'enregistrer les mots en tibétain. Et là, vous verrez pour la deuxième liste de vocabulaire, j'épelle chaque mot et je donne la résolution de l'épellation. Et puis vous avez bien sûr la traduction française. Donc là, ça permet de vous y entraîner, ça permet aussi de garder ça sur votre téléphone, donc de l'avoir un peu partout, comme ça vous pouvez vraiment H24 étudier le tibétain. Non mais là je plaisante bien sûr parce qu'on ne fait pas que ça quand même, mais disons il y a un côté pratique, ludique et assez intéressant je pense. Après vous testez, hein, c'est des propositions, mais c'est juste, voilà, rappel concernant le matériel que nous avons à disposition pour étudier le tibétain. Donc je reviens au menu de la leçon 3. Donc trois choses. Introduction à l'ergatif instrumental. Et vous voyez ici, alors attendez, vous voyez ici un rond vert. Et ce rond vert, c'est pour vous indiquer ce que vous verrez en dessous dans le texte. Ici, deux ronds verts. Ici, un rond vert. Ici, un rond vert. Et pour isoler, pour souligner en quelque sorte l'ergatif instrumental. Alors, tranquille, ergatif instrumental, je vous explique après ce que c'est. Pour l'instant, simplement le menu. Savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Deuxième point, le rôle simple de tang. Tang, on l'a déjà vu. On l'a ici, tang. C'est vraiment très simple. En tout cas, on va l'aborder d'une manière simple. C'est le et. Ah, et je vois la vignette d'Aude. Hello Aude, bienvenue. Voilà, un petit coucou. Coucou. Et puis, troisième point pour notre menu d'aujourd'hui, des exemples avec la et gui. Alors là, j'ai juste dit la et gui, c'est clairement des particules. Là, il faudra vous en référer à la première leçon, à la deuxième leçon. Cela dit, je répéterai toujours, hein, ça fait partie du processus d'apprentissage que de répéter, pas de doute. Donc là, c'est une particule. Kagiguki ou ki, c'est une autre particule. Là, c'est la particule. Alors, le terme technique, c'est oblique.
Et puis, sinon, c'est une particule dative, locative. Bon, vous me direz, c'est pas plus digeste, hein, dative, locative qu'oblique. On verra encore une fois dans les exemples à quoi ça sert. Et puis l'autre particule, donc ici, kagegu-ki, eh bien, c'est une particule génitive. On l'a vu lors de la première leçon, c'est une particule qui nous permet de créer un lien entre différentes sortes de choses. Un rappel aussi, cette fois-ci, concernant vraiment la langue tibétaine, alors le rappel le plus simple que je puisse faire pour toujours petit à petit nous permettre de rentrer dans la logique même de la langue tibétaine, c'est de vraiment voir l'organisation d'un texte comme l'organisation d'une phrase que l'on dit en tibétain, comme étant l'organisation de plusieurs blocs de sens. Quand je dis plusieurs blocs de sens, ça veut dire qu'en tibétain, chaque syllabe est quasi autonome. Elle n'est pas totalement d'une manière absolue, mais autonome dans le sens, elle est porteuse du sens. En tout cas, d'un sens qui lui appartient en propre. C'est ce qu'on appelle une langue monosyllabique. La grosse différence, c'était le fameux exemple que j'ai utilisé dans la leçon 1, c'est dire que, par exemple, en français, quand vous dites arbre, arbre, c'est 2 syllabes, ar et bre, mais quand vous dites bre, si vous dites à quelqu'un « passe-moi mon bre », il ne comprend rien du tout. Tandis qu'en tibétain, quand on dit « kangpa » pour dire maison, vous avez 2 syllabes, et chaque syllabe est en quelque sorte autonome. C'est-à-dire le pa, vous pouvez le rajouter n'importe où, et puis le kang, vous pouvez le rajouter n'importe où. Et chaque syllabe est porteuse d'un sens. C'est assez caractéristique, quoi. C'est caractéristique, même pas assez, c'est caractéristique de la langue tibétaine. C'est une langue monosyllabique. L'avantage d'une telle langue, c'est que vous jouez avec des plots. Et vous allez de plus en plus, je le dis parce que c'est une image et pédagogiquement c'est très utile. Pourquoi ? Parce que des plots, vous prenez ça là, vous mettez ça là, vous inversez, etc. Vous jouez effectivement avec des plots. Alors les plots, c'est des mots, c'est des particules, c'est des auxiliaires. En gros, c'est 3 grands groupes, des verbes bien sûr, mais ça fait partie des mots. Voilà, alors on ne va pas faire la liste ensemble de tous les types d'unités de sens, tous les types de blocs ou de plots, mais c'est le principe. Ça, c'est un rappel important. Vous allez encore, bien sûr, une fois le voir. On arrivera, ou plutôt, on ne cessera jamais de le voir, parce que chaque fois qu'on étudie un texte, vous vous en êtes déjà peut-être un peu rendu compte, même si pour l'instant on est toujours à notre prière du refuge, aussi simple soit-elle, elle s'organise comme n'importe quel tibétain, c'est-à-dire une suite de plots. Vous les avez les plots ici, hein. Ici, 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 ici. Tout ça, c'est des plots. Donc, vous les avez l'un à côté de l'autre. Maintenant, après, ils s'organisent. Et on l'a vu ensemble. C'est-à-dire que si vous avez ça, hop, ça, ces 3 plots ensemble, ça fait un groupe de mots. Et puis ici, vous en avez encore 2 ensemble, ça fait un autre groupe de mots. Etc. Donc, l'intérêt de comprendre que c'est une langue monosyllabique, c'est que du coup, on peut comprendre les relations qui s'établissent entre ces différents plots. C'est vraiment tout l'intérêt. Et vous allez le voir dans les exemples qu'on verra aujourd'hui aussi. Donc quand on étudie les particules, on étudie les liens entre les plots. Alors plot, c'est pas très joli, on pourrait dire les liens entre les êtres. On est tous interreliés, hein. On est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la coproduction conditionnée. On ne va pas faire du dharma ensemble d'une manière directe, mais par la bande, on va toujours faire du dharma. Parce que le tibétain est une langue qui reflète complètement, on pourrait dire, la psychologie bouddhiste, l'approche, etc. Donc là, c'est dire un mot tout seul dans la phrase. Si vous prenez sang, tout seul, ici, par exemple, alors, ça veut dire quelque chose, oui, effectivement. Ça veut dire pur, purifié, ce que vous voulez. Disons, pur, dans le sens où on peut dire pur, purifié, purification, on peut dire plusieurs choses. Mais ça, c'est le sens de sang. Mais sang tout seul, vous faites rien. Donc, c'est vraiment de la coproduction conditionnée. C'est-à-dire qu'il n'existe sang que par rapport aux autres éléments du texte. Donc, pour nous, ça veut dire rentrer dans la trame de l'organisation du texte et comprendre comment ça s'organise. Et une fois que vous avez les clés et les bons réflexes pour comprendre l'organisation d'un texte, alors là, ça commence à devenir, on va dire,
d'une part ludique et d'autre part enfin compréhensible. Parce que l'enjeu, je le rappelle, c'est bien plus de comprendre un texte que d'apprendre à parler le tibétain. Apprendre à parler le tibétain, ça suppose toute une variété, toute une palette de compréhension, de connaissances pour pouvoir vous exprimer en tibétain, comprendre le tibétain dans plusieurs contextes, etc. Nous, on reste cantonné à un contexte, c'est l'étude des textes. Pourquoi? Parce qu'on les récite tous les jours, a priori, ces textes. Maintenant, on va faire des petites visites, des incursions dans d'autres domaines. Dans le domaine de la langue parlée, bien sûr, parce que on est, voilà, ce que je propose ici, c'est une méthode millefeuille. La méthode millefeuille, c'est que la première couche peut vous suffire, mais il y a plein de couches en dessous. Donc si vous avez envie de creuser les couches du millefeuille puis d'aller jusqu'à la partie moelleuse, vous pouvez y aller, pas de problème. Si vous voulez rester à la première couche, vous pouvez aussi. Pas de problème aussi. Pourquoi? Parce que la première couche, c'est votre texte de pratique que vous avez chez vous, avec la phonétique, etc. Et là, ça vous donne déjà des repères. Voilà l'idée. Donc, ici, 3 points qu'on va voir ensemble, ergatif instrumental. Donc, on va y aller. Là, on a la théorie, donc dans le clair miroir. Toujours sur le PDF, vous retrouverez cette théorie qui vient du clair miroir. Clair miroir, c'est le fameux, c'est en français, je pense, sans dire de bêtises, le meilleur livre qui explique la grammaire tibétaine. Par contre, c'est franchement, de temps en temps, un peu touffu. C'est écrit par Nicolas Tournardre, et c'est un linguiste de pointe. Il est vraiment excellentissime. Alors là, la seule difficulté, c'est que de temps en temps, c'est un peu compliqué. Mais je vous mets toujours quelques extraits. Et puis ensuite, comme vous le voyez ici, je reprends pour qu'on y voit clair. C'est-à-dire, je vous redonne une espèce comment dire, je passe à la moulinette la théorie pour la rendre facile. Mais on peut quand même voir des choses intéressantes, ne serait-ce que là dans la théorie de Tournade. Par exemple, alors attendez, hop. Ici, on voit la notion de variante, par exemple. Ça, c'est intéressant pour dire que le ki, vous voyez aussi ici le ki. Le ki, c'est ça. C'est kageguki, saki. Variante, ça veut dire que vous avez des particules qui changent de forme. Alors ça, c'est le côté, on pourrait dire, subtil du plot. C'est-à-dire que votre plot, il bouge. C'est-à-dire le plot, il change de forme. Il est morphologiquement variable. C'est important de le savoir. Alors attention, quand je dis important de le savoir, c'est-à-dire que pour l'instant, théoriquement, c'est intéressant de le savoir. Important, oui, mais c'est surtout intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous familiarise avec un des éléments de la langue tibétaine. Il y a des éléments variables et des éléments non variables. Mais évidemment, pour nous, il n'est pas du tout question de faire la liste des éléments variables, la liste des éléments non variables. C'est pas du tout comme ça qu'on va s'y prendre. C'est au contraire en regardant le texte que petit à petit, on va utiliser le système qui est A bon. C'est le système A bon. Le système millefeuille est le système A bon. A bon, ça veut dire ah d'accord. C'est-à-dire on va ensemble faire des constats. Et ces constats, ils sont intéressants parce que les constats vont nous permettre petit à petit de faire des liens entre les choses. Plutôt que de simplement aborder purement et théoriquement l'ergatif. Mais quand même, c'est une des couches du millefeuille. Donc, vous l'avez là. Et vous pouvez regarder tranquille. On ne va pas tout regarder maintenant ensemble. On va plutôt travailler ensemble. Mais il y a des choses intéressantes ici. C'est par exemple ça, la marque de l'agent. Donc ça, c'est une chose importante. On va reprendre. Voilà, bref. Là, je reprends ici pour y voir clair. Et rendre ça plus simple. Donc bon, l'ergatif, c'est quoi ce mot? Alors, c'est tout simple, c'est pour dire que l'ego agit. L'ego est donc un acteur. Alors, l'ego agit. L'ego agit toujours, on pourrait dire. C'est-à-dire, je, vous, on est sans arrêt en train d'agir. Mais absolument pas de doute. Simplement, donc par exemple, là, je lis un livre. Alors, donc, dans ce cas, c'est je qui fais une action. L'action de lire. Ça semble extrêmement simple, évidemment. Maintenant, vous verrez, c'est assez intéressant parce que toutes les langues ne traduisent pas ça d'une manière, on va dire, linguistique, avec la syntaxe, avec les mots qu'elle utilise, de la même manière. On est tous d'accord que tout le monde fait une action, n'importe qui, n'importe où, et en ce sens, on est extrêmement semblables,
Il y a des milliards de gens qui lisent des livres, des milliards de gens qui bougent, qui marchent, etc. Ça, c'est sûr, mais maintenant, chaque langue va exprimer ça de manière assez particulière. Il y a des points communs, mais pas toujours. Donc, ici en français, là je vous ai mis un petit laïus, là. En français, comme je le dis ici, on conjugue. Pour nous, c'est clair, mais bon. C'est-à-dire que l'on transforme le verbe pour exprimer que quelque chose a changé, que quelque chose a changé dans la phrase. Hein? On passe de faire à fait. Par exemple, le verbe c'est faire, mais une conjugaison, ça veut une transformation du verbe qui devient non plus faire, mais fait. Alors pour nous, on est né dans une langue conjuguée, donc pour nous, c'est une grosse évidence. Mais prenez quelqu'un qui n'appartient pas du tout à ce monde mental et linguistique, et puis essayez de lui faire comprendre que le verbe aller, c'est le même que la forme j'irai, ou j'ai été. Alors là, bonjour. C'est-à-dire, vous rentrez dans un niveau de complexité extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes obligé de lui dire, attends, pas de problème, c'est le même verbe. Ok, mais n'empêche que le Tibétain, il vous regarde le texte, puis il dit, attends. J'ai été, je vais, j'irai, tu veux dire que les trois mots, c'est les mêmes? Alors, non, c'est pas les mêmes, mais c'est quand même le même. C'est-à-dire que c'est le même verbe. Bon, c'est comme, là, c'est toujours revenir à, on pourrait dire, l'émerveillement, à l'égard de la langue. C'est-à-dire que quand l'émerveillement, mais dans le sens de la découverte aussi de ce qui nous semble évident et qui ne l'est pas. Quand vous dites le frigo marche, bon, on utilise le verbe marcher, c'est l'exemple que j'utilise souvent, il faut que je change d'exemple un jour, mais n'empêche que ça veut dire le frigo fonctionne, évidemment, ou alors l'ordinateur est allumé, par exemple. Allumé, on n'y a pas mis le feu. Quoi, voilà. Donc on utilise un niveau symbolique, un niveau de représentation qui est tout à fait commun à toutes les langues du monde. Par contre, ça, encore une fois, là on fait du dharma par la bande, parce qu'on est toujours dans une représentation, ça c'est certain. Simplement, on représente les choses culturellement de manière très différente, et psychologiquement d'une manière différente. Donc, pour un Tibétain, il ne va pas du tout de soi que le verbe aller puisse s'exprimer au passé « j'ai été », au présent « je vais » et au futur « j'irai ». Ça, c'est de loin pas logique. Donc, les Tibétains, ils ont une autre manière d'exprimer les choses. C'est pour ça que je vous dis ici, en tibétain, donc, le verbe reste le même, quel que soit le sujet, donc je ou nous, par exemple, et quel que soit le temps de l'action. Alors, ce n'est pas toujours vrai, mais c'est en général vrai. Et pour nous, ça va nous aider beaucoup, parce que c'est ce qui, petit à petit, va nous permettre de rentrer dans une logique de la langue qui est une logique particulière. Alors, pourquoi logique particulière? Parce qu'il faut donc, logiquement, préciser les choses. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le contenu de l'information dans le verbe conjugué, il faut le retrouver ailleurs, le contenu de l'information. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que quand vous dites « j'irai », vous avez dans le mot « aller », parce que quand même, hein, et été, je vais, j'irai et aller, c'est quand même 4 formes du même mot, et c'est 4 formes qui indiquent toujours le verbe aller, c'est-à-dire qui indique une action qui consiste d'aller d'un point à un autre, un déplacement. C'est un verbe qui exprime un déplacement. Simplement, c'est un verbe qui, dans ces 4 formes, et puis il y en a d'autres de formes, hein, parce que ils vont, c'est encore une autre forme. Hein, on pourrait s'amuser à faire l'inventaire des nombres de formes du verbe aller. À mon avis, il y en a beaucoup. C'est tout le principe d'une conjugaison. Et c'est pour ça qu'une langue comme le français est extrêmement compliquée et que le tibétain est beaucoup plus simple, de ce point de vue-là. Alors, c'est pas toujours simple parce qu'il faut switcher, changer d'une logique à une autre, mais du point de vue de la construction logique, dès lors qu'on a un peu compris la logique tibétaine, c'est assez logique, en fait. Donc, je reviens à mon exemple pour dire, il faut pouvoir identifier que irai porte la marque à la fois du sujet et du temps. Parce que, ils iront, c'est une autre marque. C'est la 3e personne et c'est le futur. C'est pas la première personne et le futur. Pour le tibétain, dans la plupart des cas, les verbes, pas toujours, mais dans la plupart des cas,
et souvent les verbes sont les mêmes dans la forme, mais encore une fois pas toujours. Donc, la notion de personne, ainsi que la notion de temps, va falloir la rajouter. C'est là où on va retrouver nos particules. Et c'est pour ça, pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui? En fait, je vous dis tout ça parce que, en définitive, quand on étudie l'ergatif, ergatif instrumental, eh bien, en fait, on est en train de s'approcher de cette dimension-là. Vous allez voir. Ah, sinon, je vois sur la petite vignette de Thibaut, c'est écrit en tibétain. Thibaut, la classe quand même. Alors, voilà. Donc, en clair, juste avant le lotus, pour me permettre de respirer, un coup, moi aussi d'ailleurs, on met une particule après le mot qui est l'acteur, et on rajoute un auxiliaire pour dire quand s'est produit l'action. Ça, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que vous avez, je reprends mon idée de plot ou d'élément, donc, et on va voir, vous avez vos plots, et vos plots, vous allez les marquer. C'est-à-dire que vous allez préciser les choses en rajoutant d'autres plots. Alors, ok, on revient à notre texte, les deux dernières lignes, pour illustrer donc Kageguki Saki, Kayatacha Geguchi Saki. Alors, juste une seconde là pour, voilà, pour un peu mettre ça en place. Est-ce que déjà là, dans tout ce que je vous ai raconté, ça vous semble compréhensible? Il y a des zones d'ombre ou pas? Allez-y. Bon, Aude, le pouce levé, donc ça va, ok. Dites-moi hein, si tout à coup il y a quelque chose de... C'est bon pour vous? Pour moi, le mot ergatif, ça me... Je comprends pas du tout le sens du mot ergatif. Autant agentif, je vois à peu près l'idée, c'est un Ouais, agentif. tout à fait. Ergatif, je vois même pas ce que ça veut dire en français. Oui, je comprends. Alors c'est exactement, tu as raison Thibaut, c'est pour ça que le clair miroir, ce fameux livre de grammaire dont je vous parlais, c'est à la fois génial parce que effectivement c'est fait par un très grand linguiste, vraiment. Nicolas Tournadre, c'est vraiment une référence. Mais alors le problème, c'est qu'on se trouve à devoir apprendre les mots de vocabulaire pour comprendre le livre, hein. Moi j'ai passé du temps sur ce bouquin, je peux vous dire. Ergatif, ça vient de ego, en fait, hein. Tout simplement, en termes de racines, mais pour dire que c'est ce qui marque l'action d'un individu, d'un ego. Mais en fait, après, c'est juste, je parle d'ergatif, après on s'entend sur la convention de langage, quoi. Comme quand on dit pomme, pomme, c'est ce truc rond qui a une queue au bout et puis qui tient sur un arbre, en gros. Donc, c'est le principe des mots, d'ailleurs, hein. On utilise une représentation, et puis, voilà, avec cette représentation, on sait où on navigue. L'avantage d'utiliser ergatif, c'est de pouvoir faire la différence, et là on le verra après, mais tranquille, hein. Millefeuille, une couche après l'autre, tranquille, vraiment. C'est que ça nous permet de faire la différence entre ergatif et instrumental. Et ça, c'est une chose très importante. Pourquoi? Parce que ergatif, c'est pour un individu, et puis instrumental, c'est pour un objet. Par exemple, quand on dit, pour le dire de manière simple, quand on dit j'écris avec un stylo, donc ça veut dire que le stylo est l'instrument de l'action. Alors évidemment, c'est moi qui écris avec un stylo, on ne parle pas de ça. Mais du point de vue grammaire, c'est-à-dire qu'on va mettre la particule après stylo. Parce qu'on n'a pas besoin dans ce cas-là de mettre je avec un stylo, j'écris. On peut dire, si on écrit simplement la phrase stylo, la particule écrit, on sait qu'on écrit avec un stylo. Alors nous, on dit avec. Le français, c'est super compliqué hein, si on n'est pas francophone. Parce que avec, c'est avec... Louis, je me balade, ou avec Pierre-Paul, Jacques ou Jean. Donc c'est avec dans le sens avec, mais c'est aussi avec, j'écris avec un stylo. Et alors que du point de vue tibétain, si c'est avec dans le sens de je suis avec quelqu'un, c'est un mot particulier. Si c'est avec dans le sens de j'écris avec un stylo, donc là c'est une particule instrumentale. Bref, je ne veux pas vous troubler avec ça. C'est juste pour dire que quand on parle d'ergatif, c'est pour faire la différence entre ergatif, c'est-à-dire une personne qui fait une action, et instrumental, un objet qui fait une action. Très simple. Donc c'est pour ça que du point de vue linguistique, Tournadre, à juste titre, différencie. Et essaye de trouver des mots en français
qui permettent de faire cette différenciation. Voilà. Mais là, on peut revenir à notre texte. Là, vous voyez, vous avez votre texte, le texte qu'on connaît bien. Hein. Là, je vous le mets un peu en zoom. Là, ça, c'est les deux dernières lignes de notre texte. Sangye chodan sogi chonamla, chonchu pratu dani kyapsuti, dagi jin sogi pei se namki, drola pinchire sangye dru paracho. Ok, tranquille. Là, vous avez votre texte à la maison avec la phonétique. Donc, l'idée, c'est pas de vous dire absolument, faut apprendre à lire tout de suite, etc. Ça va vous donner envie. Petit à petit, vous allez vouloir apprendre à lire en tibétain. Mais pour l'instant, vous avez aussi le repère de la phonétique. Donc, ça vous permet de rentrer tranquillement. C'est encore une fois le millefeuille. Pas besoin de traverser toutes les couches du millefeuille tout de suite. Vous y allez tranquille. Mais là, c'est simplement, vous avez juste le tibétain d'une prière que vous récitez tout le temps. Donc, Dagi Chinso. Alors, pourquoi je vous mets ces deux lignes-là? Parce que, regardons nos deux particules qui sont marquées, et surtout ici, je pense que ce qui est intéressant pour nous, pédagogiquement, c'est surtout de regarder ça. Dagi. Vous allez pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Parce que ici, donc, c'est bien moi ou je, parce que da, ici, da, ça veut dire moi ou je. Voilà. Bon, ça c'est juste un truc à savoir. Mais ça pourrait être n'importe. X plus kageguki. Le principe des plots, c'est X plus quelque chose. C'est un plot, ici un plot, et puis après un autre plot. C'est tout. Donc vous mettez un plot à côté de l'autre, l'un à côté de l'autre. Et puis le fait de les mettre l'un à côté de l'autre, évidemment, ça a beaucoup de sens. Si vous mettiez ce plot-là ici, ça change complètement. Et vous allez voir pourquoi. Et c'est pour ça que c'est un côté ludique, parce que si vous comprenez bien l'ordre et le pourquoi du plot à cet endroit, vous commencez à comprendre le sens de la phrase. Donc ici, c'est donc moi qui est marqué. Il est marqué par ça. C'est pour ça que Tournadre, il parle de marqueur casuel. Mais bon, inquiétez-vous pas, ça fait partie du jargon. Mais bref, c'est une marque. Après, vous verrez, je vous donne un exemple super simple pour comprendre. Il est marqué par une particule. Donc cette particule transforme le je en acteur. Ça, c'est important pour nous. Ici. Attendez voir. Hop, c'est ça que je vais faire. Ça transforme le je en acteur. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que le da tout seul ici, s'il n'y a pas quelque chose qui vient après, c'est-à-dire la marque d'une action, da, il n'est pas du tout acteur. Alors ça, c'est typique du dharma par la bande. Vraiment. Pourquoi? Parce que pour nous, disons hors dharma, on pourrait dire, je, il est évidemment toujours acteur. Toujours. En fait, le tibétain dit pas du tout. Le je n'est pas du tout toujours acteur. Et en plus, si le je, il n'est pas pris dans un ensemble d'interrelations, et l'interrelation dans un texte, c'est la présence des autres éléments du texte, je tout seul, c'est même rien. Du tout. Rien du tout. Étant donné que da tout seul, oui, ça veut dire je, mais je tout seul, vous mettez je sur une page, bon, ok, c'est je, quoi. Mais on ne sait pas du tout ce qu'il est, je. C'est-à-dire que le je n'existe que par rapport aux autres éléments qui l'accompagnent. Donc on est dans de l'interrelation, on est dans de la coproduction conditionnée. Alors c'est un peu une extension de l'idée de coproduction conditionnée, mais c'est quand même assez intéressant. Donc ça veut dire aussi que si je, tout seul, ne suffit pas à dire grand-chose, le je marqué par kageguki, ça devient un je acteur. Voilà. Mais, donc là je vous dis aussi ici, mais elle pourrait, cette particule, aussi transformer le je en bénéficiaire. Pour ça, il suffit de changer de particule. Alors ça, c'est toutes ces petites théories, c'est des rappels. Parce qu'après, vous êtes chez vous, puis vous vous dites, au fait, il a raconté quoi déjà avec ce machin? Bon, bref, vous pouvez revenir à la théorie, vous pouvez lire ça, puis vous avez en plus la vidéo, vous réécoutez, vous regardez, etc. Là, je vous donne deux exemples, très très simples, mais qui illustrent bien les choses. Vous avez da, qui, donc je, plus la marque de l'action. Donc, da, qui, c'est un acteur, clairement. Il n'y a absolument aucun doute. Maintenant, vous prenez da plus la, donc c'est je plus la marque du bénéficiaire.
Da, c'est plus un bénéficiaire. C'est plus un acteur, c'est un bénéficiaire. Ça veut dire que si vous donnez une pomme à je, eh bien c'est là. Si c'est le je qui donne une pomme, eh bien c'est qui? Alors, c'est tout simple, hein? Mais en fait, c'est chaque fois cette logique qui est à l'œuvre dans un texte tibétain. Donc, vous comprenez bien, et de mieux en mieux, je pense, que quand vous êtes là vraiment super bon, incollable sur la fonction et le rôle des particules, ben pour vous, le texte devient limpide. Clairement limpide. Et effectivement, c'est-à-dire que les grandes erreurs de traduction dans les textes, on pourrait en faire un florilège, hein, je peux vous assurer, eh bien, les grandes erreurs de traduction viennent d'une mauvaise interprétation du rôle des mots dans la phrase et donc de l'organisation, on pourrait dire du biotope du texte. Un texte, c'est une forêt, hein, clairement. Un texte, c'est une forêt, tout le temps. Et donc, il y a toujours une logique inhérente au texte. Pour moi, j'ai souvent coutume de dire le texte dit la vérité. C'est-à-dire que toute astuce que je vais utiliser dans la traduction pour rendre compréhensible un texte, c'est souvent pour masquer mon propre défaut de compréhension du texte. C'est-à-dire que si je rentre vraiment dans la logique du texte, et c'est ça que je dois capter, alors évidemment, on n'a pas toujours cette exigence, mais parce qu'on n'a pas besoin de cette exigence tout le temps. Mais si on veut bien comprendre un texte, on doit vraiment rentrer dans sa logique. Si je comprends sa logique, alors, tout à coup, ces phrases-là, elles commencent à signifier quelque chose. Vraiment. Et je n'ai rien à rajouter, moi, en plus, pour comprendre le texte. Le texte, c'est pas que tout à coup, je me dis, non mais c'est bizarre, pourquoi ils ont mis ça là? Ben, tant que j'ai pas résolu cette énigme, eh ben, c'est que donc j'ai pas très bien compris l'intention de l'auteur ou de l'autrice qui aura voulu mettre telle particule à tel endroit et pour des raisons très évidentes. Une fois que j'ai compris que c'était évident. Donc voilà, pour dire que comprendre le rôle des particules, c'est tout à coup faire que la phrase soit pas tout à coup aussi bizarre qu'elle apparaît au départ. Quand vous dites Dagi, Jinso, Gipe, Senamki, vous dites Dagi, moi, Jin, Jin c'est la générosité, So c'est etc. Gi c'est une autre manière de dire faire dans le sens d'une action, hein, produire une action généreuse, par exemple, etc. Donc Gipe Senam Ki, Senam c'est la richesse intérieure, c'est le mérite. Donc là on est dans une phrase où si je la prends juste telle quelle, hein, la phrase comme ça, je me dis donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un je qui fait ici, il fait des actions. Hein? Donc, Dagi, moi en tant qu'acteur, donc des actions, je fais. Au niveau des éléments. Pour l'instant, effectivement, c'est une traduction et donc une compréhension très brute. Mais c'est la compréhension qui m'intéresse, c'est-à-dire de rentrer dans la trame du texte et de pouvoir me dire « Ah, ok, le texte est en train d'essayer de vouloir me dire ça. » Et puis ensuite, donc, ok, et je vois ici, alors là, ça peut, je me dis, bon, je ne comprends pas encore très très bien le truc, mais je verrai. Par contre, je repère, parce que j'ai un peu appris à repérer les éléments de sens dans un texte, et donc je repère que là, il y a quelque chose qui ressemble vachement à un génitif. Alors le génitif, c'est aussi morphologiquement variable, hein, on l'a vu les fois précédentes, mais c'est pour ça qu'un même texte, franchement, le millefeuille, c'est pas qu'une image. C'est-à-dire qu'un texte, avant vraiment que vous puissiez le sentir complètement, ça veut dire que tous les éléments, autant le vocabulaire, c'est-à-dire que chaque élément, en fait, quels que soient ces éléments, du vocabulaire, des auxiliaires, des verbes, des particules, ne font plus aucun mystère pour vous. Et vous naviguez dans le texte très facilement parce que vous repérez complètement à la fois le sens des éléments et l'interrelation ou la relation ou les relations que les éléments de sens ont entre eux. Donc ici, après par habitude, vous voyez pas a gigui, vous vous dites génitif. Donc pour vous, le réflexe génitif, c'est un élément qui met deux blocs ensemble. C'est ça, c'est vraiment deux blocs, c'est de la glu, hein, c'est vraiment vous prenez ça, hop, vous créez une relation. Donc, le génitif, c'est un lien que vous établissez.
Et donc, ok, pour l'instant, vous ne savez pas encore très bien quel type de lien, mais vous pouvez vous dire que si je mettais ça, par exemple, je prends du rouge, là, eh bien, je peux me dire qu'il y a ça, ok, et puis il y a ça. Ça, je peux voir. Il y a une relation de groupe. Puis ici, je vois qu'il y a encore un kagiguki. Kayatatia giguti saiti. Alors, je vous ai mis en vert. Donc, théoriquement, vous vous souvenez vaguement que l'ergatif instrumental, bon bref, cette particule de l'acteur ou de l'action, vous pouvez l'appeler la particule de l'action, hein, aussi, c'est peut-être plus simple au départ, elle est morphologiquement variable, c'est-à-dire elle a plusieurs formes. Donc voilà deux formes différentes. Vous la prononcez toujours ki. Da, ki, jin, so, gi, pe, se, nam, ki. Elle s'écrit différemment, mais elle se prononce la même chose. Pourquoi elle s'écrit différemment? C'est en fonction de la dernière lettre qui précède. Mais ça, franchement, je vous le dis comme ça, mais vous n'avez pas besoin de le savoir maintenant. Ce n'est pas du tout là-dessus qu'on bosse. Pour l'instant, c'est la compréhension de l'organisation du texte. On essaie de frayer notre chemin dans la forêt, hein. Pas autre chose. Par contre, avec tout ce que je viens de vous dire sur l'ergatif instrumental, vous savez une chose, et une chose super importante. Vous savez que ça, c'est la marque d'une action. Et ça, c'est donc aussi la marque d'une action. Donc, vous êtes devant une énigme. En gros, vous avez des éléments pour résoudre l'énigme. Vous savez que je, ben, il fait des choses là. Il fait de la générosité, puis plein d'autres trucs, etc. Ok. Voilà. Vous avez un je acteur, moi en l'occurrence. Moi, je, générosité, etc., je fais. Puis après, vous avez sonam. Sonam, c'est la richesse intérieure. Et là, elle est marquée aussi par une même particule. Alors, avant la question de Thibaut, pourquoi on parle d'ergatif? Parce que ici, c'est un ergatif, parce que c'est une personne. Ici, c'est un instrumental. C'est la même particule. C'est juste, on distingue, mais c'est la même fonction. C'est-à-dire que c'est toujours la marque d'une action. Ça veut dire que marque d'une action, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un acteur provoque quelque chose ou fait quelque chose. Ça veut dire qu'il a une incidence sur. C'est-à-dire que du point de vue logique, dans la langue tibétaine, si vous avez une marque ici, marque d'une action, ça veut dire que ça, ici, c'est-à-dire l'acteur, il a une action là. C'est-à-dire qu'il va toujours exercer une action, hop, vers la droite. Tout le temps. En tout cas, pour l'instant, vous pouvez vous dire ça. Ok? Je vous perds pas, c'est bon, ça va? Vous n'êtes pas perdu dans la forêt? Vous êtes toujours avec moi? Ok. Ok, merci Thibaut. Si jamais vous êtes un peu paumé, vous dites 2 secondes, respire, bois une tasse, bois une gorgée, calme-toi. Parce que, voilà, moi je suis parti dans mon explication, mais il ne faut pas que je vous paume en route, quoi, hein. Donc vous n'hésitez vraiment pas, vous me dites, okay, là il faut ralentir, hein, s'il vous plaît. Super important. Donc, on a nos éléments de l'énigme. Je, acteur, générosité, etc., il fait. Donc, je fais des actes généreux, etc. Et puis là, on a ce nam, c'est-à-dire la richesse intérieure. Puis la richesse intérieure, elle fait aussi quelque chose. C'est-à-dire, en tout cas, elle est acteur. On ne sait pas encore ce qu'elle a fait. On ne sait pas du tout ce qu'elle fait, cette richesse intérieure. Mais elle provoque quelque chose. Donc, moi déjà, au niveau de cette phrase, j'ai des éléments très, très intéressants et très importants. C'est-à-dire, je sais que d'une part, j'agis, et qu'il y a aussi autre chose qu'agit. Il y a aussi la richesse intérieure, c'est-à-dire le mérite, hein, le sonam qui agit. Ah, il va y avoir quelque chose qui découle de ça, c'est pas possible. Déjà, je peux comprendre ici quelque chose, c'est que ce sonam, c'est la richesse intérieure de l'action de faire de la générosité et d'autres choses. Pourquoi? Parce que ici, j'ai mon petit génitif, là. Hein? Et le petit génitif, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle richesse intérieure. C'est la richesse intérieure de
celui-là à gauche qui fait des actions de générosité, etc. Ok? Donc là, vous voyez, vous rentrez de couche en couche. Vous rentrez dans l'énigme du texte. Même si c'est un texte tout simple. Mais ce n'est pas un texte si simple. Disons, il n'y a pas de texte simple ou compliqué. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, vous êtes toujours face à un texte, plus ou moins énigmatique, mais vous allez toujours vous y prendre de cette manière pour essayer de le comprendre. C'est ce qu'on fait ensemble. Hein. C'est donner les clés de compréhension. Donc là, vous avez un élément super important. C'est-à-dire, vous avez l'élément, c'est pour ça que je fais le groupe comme ça. C'est-à-dire, vous avez deux groupes qui sont reliés. Donc, en fait, en clair, si j'écrivais ça comme ça, je pourrais parfaitement faire ça. Hop, hop. Et puis, vous auriez donc tout simplement un gros groupe là à gauche. Et ce gros groupe à gauche, il est suivi d'une particule ici. Et cette particule ici, elle dit que ce gros groupe à gauche produit quelque chose. D'accord? Ce gros groupe devient acteur. Pourquoi? Parce que l'action, c'est par exemple, vous pouvez très bien comprendre la notion de groupe de mots, ici à gauche, hein, tout ça. Vous pouvez la comprendre en disant, je ne sais pas, n'importe. La maison a été construite par 2 points, et puis vous avez la liste de toutes les personnes qui ont contribué à la construction de la maison. Donc c'est exactement la notion de groupe de mots. Donc ici, vous avez un groupe de mots qui produit quelque chose. Et le groupe de mots, c'est un jeu qui fait des actions de générosité, etc., et qui, sous-entendu, développe de la vertu. Alors ça, le sous-entendu développe de la vertu, c'est parce qu'en français, je le dirais comme ça. Mais si je veux rester très collé au texte, je dirais que, ici, c'est la vertu ou la richesse intérieure de celui qui produit des actes de générosité, etc. Et c'est tout ça que je viens de dire qui va produire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va produire? Qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire que ça va produire que pour le bien des êtres, je vais donc accomplir l'éveil. C'est ça que ça produit. Voyez? Donc, là, le texte devient... En tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. Je crois que j'adore ça, en fait, profondément. C'est-à-dire qu'il y a un côté, quand je tombe sur un texte et que je comprends sa structure interne, tout à coup, ça fait gling dans la tête, et puis je me dis, ah, mais c'est génial. Et pourquoi c'est génial? Parce que je fais en même temps du dharma, évidemment. C'est-à-dire que c'est pas juste moi qui produis l'éveil. C'est pas moi qui suis un acteur qui va aller faire comme ça pour acheter l'éveil quelque part ou pour construire l'éveil quelque part. Ça veut dire que le tibétain, la langue tibétaine, elle me dit que tout ça là à gauche produit quelque chose. C'est-à-dire il y a une résurgence, il y a un effet. Et c'est pour ça que c'est du dharma aussi. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cet acteur qui agit en développant de la générosité et toutes les autres vertus, et qui donc développe de la richesse intérieure, cet acteur-là qui fait ça, va mettre en route un processus qui va l'amener à Sangye Druparatyo, c'est-à-dire à pouvoir réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres. C'est donc la force de la richesse intérieure qui est indiquée ici, qui va provoquer, qui va produire, entre guillemets, parce qu'il n'est pas question d'une production, mais qui va faire que résulte, c'est la notion de résulte, c'est-à-dire cause, acte et fruit, qui va faire qu'il va y avoir quelque chose qui émerge de ça. C'est-à-dire que ce qui émerge, c'est ça. D'accord? Et comme ça, on est rentré, on pourrait dire, un petit peu plus avant dans le mystère qui n'est pas si mystérieux, mais en tout cas, parce qu'au début, c'est mystérieux, vu qu'on ne comprend pas pourquoi il y a cet élément-là, pourquoi le mystère n'existe que quand on ne comprend pas le sens du mystère. Quand on a compris le sens du mystère, il n'y a plus de mystère. Donc, le texte devient lisible. Et lisible, comme on dit en français, c'est-à-dire au sens propre comme au sens figuré. Lisible, ça veut dire compréhensible, mais ça veut dire lisible au sens propre, ça veut dire je peux le lire. Je peux le lire et comprendre. C'est-à-dire je peux lire et très clairement comprendre le sens. C'est pour ça que
Je prends une gorgée de thé, là. Oui. Vas-y, Géraldine, faut pas hésiter. C'est pour ça que vous avez des anecdotes. La fameuse anecdote de Naropa avec la Dakini qui arrive dans sa chambre alors qu'il est le plus grand érudit de l'Inde et qu'il s'occupe, il est gardien de la porte nord de Nalanda, et puis qu'elle lui dit « Est-ce que tu sais lire ce que tu lis ?» Parce qu'elle le voit lire un texte, puis il dit « Oui », puis elle est absolument ravie. Et puis ensuite, elle lui dit « Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Et puis il dit bon ouais, je comprends. Puis alors là, elle est effondrée parce qu'elle se dit c'est pas possible, il a juste rien compris. Donc c'est le côté lisible, c'est-à-dire que on rentre dans le mystère du texte. On peut le lire, il devient lisible, puis ensuite lisible, il devient compréhensible. On accède à ces deux niveaux du texte, voire à tous les niveaux du texte. Il y a plein de niveaux du texte évidemment. Mais c'est aussi une manière de dire ouais, on fait Chenrezi, c'est une pratique toute simple. C'est pas une pratique pour les débutants. Le sens complet du dharma est compris dedans. Tout le temps, dans chaque mot. Donc, faire cet effort de compréhension ou d'aller vers le sens du texte, c'est aller vers le sens du dharma aussi. Parce que comprendre que c'est bien ce nam, c'est-à-dire cette richesse intérieure qui va mettre en route le processus d'obtention de l'éveil, ça c'est une chose très importante. Parce qu'on n'est pas dans l'idée « je tire sur la plante pour qu'elle pousse », on est dans l'idée toujours du biotope, c'est-à-dire que ce sont les éléments mis côte à côte qui produisent quelque chose. Donc, dans un texte aussi. C'est pour ça que le tibétain est un pur reflet de la philosophie du dharma, clairement. Sinon, on dirait ça autrement, on construirait autrement. On dirait que c'est un jeu qui produit l'éveil. C'est pas un jeu qui produit l'éveil. Le texte nous dit la vérité, tout le temps. Hein. Complètement. C'est-à-dire, le texte nous dit quoi? Le texte nous dit qu'il y a bien un jeu qui fait quelque chose, mais il fait quoi? Il contribue au sonam, c'est-à-dire il contribue à la richesse intérieure. Mais ce n'est pas le je qui fait l'obtention de l'éveil. Fait, entre guillemets. Le je, lui, il peut s'occuper que de ça, c'est-à-dire du sonam, c'est-à-dire de la richesse intérieure. Mais le texte me dit que c'est la richesse intérieure accumulée par le je qui produit l'éveil. Voyez l'idée? Donc ça change la compréhension du texte. Et c'est très intéressant pour nous parce que ensuite, si on n'a que la lecture du texte phonétisé, qui est très bien d'ailleurs, hein, pas de problème avec ça, mais du coup, on regarde la traduction dessous et puis on finit par parfois penser comme on le dit en français, mais on ne dit pas exactement de la même manière en français qu'en tibétain. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, même du point de vue de nous en tant que pratiquants du dharma, c'est d'essayer de comprendre comment le tibétain nous dit les choses. Pourquoi? Parce que le tibétain, c'est une langue qui a été construite pour exprimer au plus près le sens du dharma. Donc ils ont poussé très très loin le bouchon. C'est-à-dire qu'ils ont construit leur langue, même grammaticalement, pour exprimer le sens du dharma. Donc ça, c'est complètement dingue. Je veux dire, c'est rare. C'est pour ça qu'on s'arrache de temps en temps les cheveux en français, parce que dire en français les choses à la manière tibétaine, c'est très compliqué. Je vous donne un simple exemple. Quand en tibétain on dit que des phénomènes mentaux s'élèvent dans l'esprit, vous prenez le même verbe, qui est celui qui va vous permettre de dire que le soleil se lève dans le ciel. Alors vous allez me dire, ouais d'accord, ok, c'est beau, c'est poétique, très bien, oui, simplement, vous avez « je me lève », hein, et puis vous avez « s'élever », en français aussi d'ailleurs. Mais donc, ça veut dire que le choix du verbe, c'est pour dire que le soleil se lève sans acteur. C'est-à-dire, c'est un mouvement naturel. Et que donc, les pensées, de la même manière, s'élèvent comme le soleil, c'est-à-dire sans volonté propre. Elles s'élèvent. C'est leur mouvement naturel. Et donc, le tibétain, le choix du mot va vous permettre de comprendre le sens induit du mot. C'est-à-dire la volonté d'un acteur ou la non-volonté d'un acteur. C'est pourquoi vous aurez des verbes, ça je vous le dis déjà, mais on le verra un jour, parce que pour l'instant on n'est pas encore là, mais je vous le dis déjà, il y a des verbes volitifs et des verbes non volitifs. Je vous le dis parce que vous allez voir dans la liste de vocabulaire que je vous ai préparée. Verbe volitif, ça veut dire un verbe c'est une action, hein, toujours. Vous avez des actions volontaires et vous avez des actions non volontaires. Alors c'est très simple, c'est « je casse la tasse », c'est volontaire, « j'ai cassé la tasse », c'est involontaire.
Et donc, on le dit, on traduit ça dans une langue, parce qu'il faut bien traduire ce qui s'est produit. Une langue, c'est toujours une traduction du réel observable. Donc, ah tiens, il a cassé la tasse. Il l'a fait exprès ou pas? Ça, on ne sait pas. Mais il a cassé la tasse. Par contre, j'ai cassé la tasse. Quand je dis en français, j'ai cassé la tasse, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai voulu le faire volontairement ou non volontairement. C'est-à-dire que quand je vous dis à vous, j'ai cassé la tasse, vous me dites, ouais, ça me fait une belle jambe, mais t'as cassé la tasse ou elle s'est cassée la tasse? Et je veux dire, ce qui est intéressant avec le tibétain, c'est de nous donner un autre point de vue aussi. C'est entre autres ce qui est intéressant pour comprendre notre langue. Mais on comprend que quand on dit j'ai cassé la tasse, en fait, on n'a de loin pas dit exactement ce qui s'est produit. On a juste dit j'ai cassé la tasse. Alors on pourra dire on coupe les cheveux en quatre, mais les Tibétains coupent les cheveux en quatre. C'est-à-dire qu'ils vont choisir le verbe pour dire j'ai cassé la tasse, je est acteur, j'ai cassé la tasse, je n'ai pas acteur. Et ils vont choisir le verbe en fonction de la situation. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un rapport biotope, c'est-à-dire contexte. C'est-à-dire qu'un verbe s'emploie en fonction du contexte qui est celui de la phrase que je suis en train de dire. Donc c'est extrêmement important. C'est pour ça que le texte dit la vérité. C'est-à-dire si je rentre dans cette beauté, c'est aussi la beauté du texte, et bien du coup, je comprends beaucoup mieux ce que le texte veut me dire. Et donc les traducteurs qui ont traduit les sutras du Bouddha, ils ont fait un boulot de dingue. C'est presque inimaginable. C'est-à-dire qu'ils ont construit une langue pour dire au plus près ce que les sutras du Bouddha disaient. Et il a fallu dire des choses comme ça. Pourquoi? Parce que la notion de coproduction conditionnée, par exemple, eh bien, ça dit quelque chose d'extrêmement important. Et on ne peut pas dire c'est le riz qui produit ça. Non, il faut dire plus subtilement. Donc là, on est très vite dans de la subtilité philosophique aussi. Ok. J'espère que je ne vous ai pas paumé. Là, c'était juste pour dire que on a une marque d'action, oui, mais donc on sait que toute cette chose à gauche produit quelque chose à droite. D'accord? Voilà. Donc ça, je vais effacer parce que c'est pas nécessaire de garder ça. Voilà. Je vais vous effacer ça. Hop. Ah, j'ai effacé un autre bout là. Bon, c'est pas grave. Ok. Voilà. Très bien. Donc, vous avez tout compris. Je marque de l'action. Dala, je marque du bénéficiaire. Une chose vient vers moi, ou alors je produis un mouvement vers la chose. Hein? C'est la particule qui m'indique ça. Alors pour donner une image, et ça c'est vraiment l'image la plus simple que j'ai trouvée pour essayer de faire comprendre le sens d'une particule, ou l'usage ou la fonction place d'une particule, vous avez un pot rempli d'eau, on prend une couleur, donc l'eau, voilà, transparente, on prend une couleur, on verse la couleur dans l'eau, et hop, l'eau a changé de couleur. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'ici, vous avez de l'eau, da, vous lui mettez ça, ça devient un acteur, vous lui mettez ça, ça devient un bénéficiaire. Donc vous partez de quelque chose, on va dire, de relativement neutre, c'est-à-dire da, et puis vous lui changez quelque chose, vous changez sa couleur, tout simplement parce que vous apportez une teinte, et la teinte, c'est ça ou ça. C'est la particule. Donc le truc, changer de logique. Et le tibétain devient presque simple. Mais en même temps, c'est vrai. C'est à la fois rigolo, puis en même temps, c'est vrai. Ça va? Vous avez tout compris? Bon, bah tant mieux. Alors après, c'est parce que juste au début, je vous disais, si je reviens sur le menu, après, le rôle simple de Tang, et puis des exemples avec la et qui. Hein, ça, c'est juste ça. Alors, donc, ici, alors, pour Tang, plusieurs usages, mais pour l'instant, un seul et. Alors vraiment, allons-y tranquille, parce que mine de rien,
faut quand même que vous preniez le temps de petit à petit essayer d'intégrer tous ces éléments. Alors c'est à la fois pas très compliqué, mais vu que c'est du millefeuille, il y a plein de couches quand même, donc faut y aller tranquille aussi. Hein. Donc je vais pas non plus en mettre trop, et peut-être que j'en ai trop mis. Ça sera aussi à vous de me dire, ouh là là, il y a beaucoup. Cela dit, rassurez-vous, vous êtes vraiment de loin pas obligé de tout vouloir apprendre. Hein. C'est aussi de la familiarisation, hein, petit à petit. Mais bon, je pars du principe que vous êtes curieux et affamé, donc voilà, je vous donne de quoi vous satisfaire. Mais donc ici, tang, c'est simplement que dans notre texte, on a la première ligne, sange che tang tso ge cho namla. Alors, on ne va pas repartir dans une analyse, on l'a bien vu cette phrase, c'est bon, mais c'est simplement pour dire que ça veut dire et. Voilà. Alors vous avez des exemples simplement. Et ces exemples, vous allez les retrouver dans la feuille de vocabulaire sur Quizlet dont je vous ai parlé avant, mais vous la retrouverez aussi ici, et qui vous dit, voilà, des mots en tibétain et des traductions. Avec chaque fois sur Quizlet, l'avantage c'est que vous avez donc la prononciation et puis le mot. Alors je vais vous les prononcer maintenant, comme ça vous les avez. Vous n'avez pas de phonétique, c'est volontaire, c'est pas pour vous paumer, c'est petit à petit pour accepter une certaine désorientation, mais une désorientation intéressante. C'est-à-dire que, une langue, il y a des trucs incompréhensibles, mais ça se traduit en son. Et puis petit à petit, vous allez vous dire, ça va vous familiariser. Et ça va vous donner envie aussi de pouvoir le lire. Mais il n'y a pas besoin non plus de lire tout de suite. Vous pouvez aussi simplement, oralement, l'entendre et puis apprendre simplement par imprégnation. C'est là l'intérêt aussi de ce que vous retrouvez sur Quizlet. C'est-à-dire que vous pouvez simplement faire de l'équivalent de sens. Je veux dire de son. Parce qu'en plus, ils sont prononcés aussi en français. Bref, ici vous avez kushu, tang, li, pomme et poire. Alors, je les ai mis au singulier, le tibétain ne précise pas. Si je veux préciser, alors, ça peut sous-entendre que c'est au pluriel, j'aurais pu le mettre au pluriel, mais bref. De toute façon, l'idée, c'est simplement ici, surtout pour nous, de voir l'articulation de tang. C'est très très simple. Hein. J'utilise des mots de vocabulaire très simples aussi, cela dit pratique, donc voilà, ça enrichit petit à petit votre vocabulaire. Kushu tang li, pomme et poire. Nga tang kong, moi et lui ou elle. Hein. Ensuite, kong tang kierang, elle et toi ou vous. Hein. Donc tout ça, c'est des mots de vocabulaire, vous les retrouvez dans la liste. Kierang tang ngatso, vous et nous. Hein. Kierang, donc je reprends le mot pour que petit à petit vous y familiarisez. Kierang tang ngatso, donc vous et nous. Choktse tang karayul, table et tasse. Lakpa tang go, main et tête. Go tang kawa, porte et pilier. Puis ça, c'est un petit clin d'œil pour vous dire que tiens, en tibétain, il y a beaucoup d'homophones. C'est-à-dire que vous avez go et vous avez go. Alors là, évidemment, au début, on n'entend carrément pas. Pour nous, c'est go, 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 quoi, voilà. Mais pour les Tibétains, alors avec Lama Tsongpo, quand je traduis pour lui, c'est génial parce que chaque fois que je me trompe sur la prononciation, il me dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il est extrêmement précis. Et pour moi, c'est très intéressant. Je dis pour moi parce que je suis comme vous, c'est-à-dire francophone. Et nous n'avons pas une langue tonale. Donc évidemment, quand on n'a pas de langue tonale, pour nous, K, c'est K tout le temps. Alors que pour un Tibétain, pas du tout. K, c'est pas K. C'est pas le même. Hein. Rien à voir. Et puis, c'est carrément pas du tout le même sens. Donc, si vous dites nié et nié, c'est pas la même chose. Et il y en a un, ça veut dire trouver, puis un autre, ça veut dire dormir. Donc, vous dites pas la même chose. Donc, moi, je me rappelle de choses assez drôles. C'est du genre, j'ai pas trouvé telle personne. C'est ce que j'essaye d'exprimer à la Matonzong, par exemple. Et je me rappelle de cette anecdote, puis il me dit, mais pourquoi il dort ? Et donc, le quiproquo est complet. Hein. Et donc, le quiproquo n'est pas si rare, à cause simplement d'une erreur de prononciation. Alors, en général, le contexte nous rattrape, évidemment, mais pas toujours. Donc, voilà. Ici, go. Donc, lakpa, la main, hein, lakpa, et puis go, la tête. Et puis ensuite, go, la porte, et puis kawa, le pilier.
Kangpa, la maison, et Shakang, le temple. Et là, c'est fait exprès parce que Kangpa, la Kang, c'est faire que vous vous disiez tiens, 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 tiens. Kang, Kang. Ouais, eh ben oui, c'est la même chose. Parce que vous avez en tibétain le principe, comme je vous l'ai dit au tout début, une langue monosyllabique. Ça veut dire que chaque mot est une unité de sens. Donc, Kang, c'est la notion de maison. Donc, Shakang, ça veut dire le temple, la maison des déités. Donc, ça marche. Menkang, c'est l'hôpital, c'est la maison de la médecine, etc. Donc, vu que vous avez des plots qui sont des unités de sens, si vous mettez deux plots l'un à côté de l'autre, médecine et puis Kang, ça vous fait un hôpital. Donc, c'est pratique, le tibétain. C'est vraiment, vous jouez avec des Legos. Donc voilà, ça c'est des exemples simplement de temps. Le but de cet exemple, c'est encore une fois, vraiment rassurez-vous, c'est pas qu'il faille apprendre tous ces mots, c'est pas ça. C'est l'idée d'explorer un peu ce qu'on voit dans le texte. C'est de donner un éclairage à partir du texte. C'est juste ça. Et puis ensuite vous avez, le Quizlet. C'est-à-dire que le Quizlet, si vous cliquez là-dessus, vous ouvrez le Quizlet, et puis vous avez donc voilà ça, et puis non, c'est pas ça, comme c'est toujours pareil, au moment où vous montrez un truc on n'y arrive pas, donc je vais pas vous montrer ça maintenant parce que sinon je vais pas y arriver. Donc bref, vous avez sur Quizlet la liste de vocabulaire, ça c'est juste pour détendre. Ok, et puis on a des exemples avec la et qui. Alors là, de nouveau, tranquille, c'est les mêmes mots de vocabulaire. Et puis, c'est un peu... Pourquoi là et qui? Parce qu'on en a parlé aux 2 premières leçons. Mais vous voyez, là, par exemple, je suis en train de vous présenter tout ça, je me dis, oula, il y a quand même beaucoup. Pourtant, c'est du rappel, mais franchement, tranquille. Peut-être que la leçon prochaine, on essaye de faire de l'intégration ensemble. Puis encore, là, j'ai beaucoup parlé, et vous, quasiment pas. Donc, il faut aussi que vous ayez un espace pour intégrer. On peut très bien se dire aussi, la prochaine leçon, vous arrivez avec vos questions, vraiment, pour regarder un peu tout ça. Ça, c'est simplement des exemples pour faire un petit passage dans ce qu'on a vu, première leçon, deuxième leçon. Donc, encore une fois, c'est à la fois tout simple, et en même temps, il y a beaucoup. Pourquoi? Parce que Ngala Kushuye. C'est un exemple qu'on avait vu dans la deuxième leçon. Et c'est simplement Kushu, pomme, ok, Ngala. C'est notre fameux exemple ici que vous retrouvez. Là, vous allez trouver, voilà, Dala, bénéficiaire. Vous retrouvez le rôle de la particule. C'est le principe. Tout simplement. Mais simplement, vous avez des illustrations pour vous le dire. Donc, Ngala Kushuye, j'ai une pomme. Ce qui est une phrase toute bête, mais qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que Ngala Kushuye, ça veut dire vers moi, il y a une pomme. En fait. Donc j'ai une pomme. Par exemple, Nge Kushu, ça c'est ma pomme. Parce que vous avez une fois ici une particule, là, et puis après une autre particule qui est le génitif. Ici et ici. C'est pour ça qu'on pourra reprendre ça tranquille. Voilà. Ça, c'est juste pour vous dire ce que vous allez trouver dans la leçon. Voilà. Ça fait 63 minutes qu'on parle. Je parle. Ça va, vous avez tout compris ou pas? Ça va, je marque. Bon. Merci. Ok. Il faut le digérer. Pardon, Aliane? Il faut le digérer tranquillement. Ouais, faut le digérer. C'est pour ça que, ok, merci Géraldine, si c'est ok, tant mieux. Merci Patrick aussi. Si c'est, merci dans le sens, moi ce qui m'importe, c'est que de pas vous paumer. Alors, quand je dis ça, c'est pas non plus si simple de pas paumer les gens, parce que en fait, il y a des tas de choses qui peuvent sembler évidentes et qui ne le sont pas. Donc, je minimise absolument pas le fait de devoir petit à petit se familiariser à tout ce qu'on voit. Parce que c'est des notions différentes, on doit rentrer dans une autre logique, et puis l'idée, c'est de l'imprégnation. Donc vraiment, la fois prochaine, franchement, allez-y tranquille. Essayez de regarder ce
ce qu'on a vu dans les premières, deuxième et la troisième leçon déjà. Il y a du nouveau vocabulaire, parce que comme ça, on en discutait l'autre jour avec Kali qui avait envie de nouveau vocabulaire. Voilà, il y a du nouveau vocabulaire. Et puis c'est aussi de l'illustration de ce qu'on a vu. Mais maintenant, encore une fois, hein, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Mais l'idée, c'est que chaque fois, ça donne un éclairage un peu différent pour illustrer ce qu'on voit dans le fond. Et dans le fond, c'est le rôle des particules pour comprendre l'organisation d'une phrase et d'un texte. Voilà. Ok. Mais écoutez, si c'est une remarque, une question, dites-moi. Et sinon, on conclut là. Oui, Jean-Marc. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Oui, très bien, Kelly. Du coup, pour les personnes qui n'arrivaient pas à ouvrir Quizlet, Ouais. qui n'arrivaient pas à prendre la version gratuite, donc en fait, quand ils ouvrent l'application, il faut aller sur le petit bonhomme, en fait, en bas à droite. Et en fait, ça ouvre le profil. Après, c'est marqué type de compte. Et c'est là où on peut choisir, en fait, soit de s'abonner ou soit d'avoir la version gratuite. D'accord. Sachant que juste la différence avec la version payante, c'est juste qu'on peut le faire, en fait, hors connexion. Mais la version gratuite, elle marche très bien. Parfait. Merci, Kelly. Précis, direct, efficace. Parfait. Super. Bon. Eh bien, alors, les amis, si c'est tout bon pour nous, on termine par une petite dédicace toute simple. Parce qu'on vient de faire quand même beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de vertus, mine de rien. Donc, puisse ceci être utile non seulement à nous-mêmes, mais à tous les êtres, sans exception. Sonam deye tamche zekpa nye tumne nyebe janam pamjen kega nache bola chupa yi sube tsole jowa jolwarai sho. Ce qui est aussi une manière de supposer qu'on est tous bouddhistes, mais peut-être que c'est pas le cas, hein, mais pas grave, même si on n'est pas bouddhiste, l'idée c'est vraiment d'offrir ainsi cette vertu qu'on a développée à tous les êtres sans exception. Voilà, mais a priori vous l'êtes quand même parce que pour vous intéresser à tout ça, faire l'effort de rentrer dans cette forêt sombre et ténébreuse, il faut quand même être motivé. Il n'y a pas de doute. Alors merci beaucoup pour votre participation et cette motivation qui m'encourage moi aussi à faire des efforts pour essayer de partager tout ça avec vous. Et puis voilà. Alors il y a le groupe WhatsApp, hein, toujours. Vous l'avez là. Les infos sur le groupe, sur le cours de tibétain, je vous envoie les infos sur le groupe WhatsApp. Alors, à bientôt, bonne journée, et puis vous avez le calendrier, et on se retrouve donc dans une semaine.